À Bonagar encore c'est chaud aujourd'hui. Muruvumbuye ko ari wepfo iwacu. Hapana. Tubyara noneho Waminebwe sha byakomeye noneho basi. Mimi arasinya ni hatari. Fate kariya kantu ka URL base fata akavidiyo naburi gufata na video manuka na kariya kantu gafatire mu hariya Fata kintu kirazana data fata kana muhari data sare. Namba yawe yo mfite n'abari Ya 26 yego ya 26 mbese 26 wala yindi 0786 Telephone 9 026 wanyandikira muza mukagutweneke nje ntabwo iyo Le premier objectif. Mais le deuxième objectif, c'était aussi pour moi en tant que pasteur, comment chercher à comprendre en profondeur cette crise qui sévit principalement dans le territoire de Kwamouth. Nous venons de découvrir cette vidéo. Ce report pasteur de l'église de Kinshasa s'investit personnellement pour trouver une solution, résolution à ces conflits qui s'annoncent aux portes de la capitale. À présent, viendra le second temps fort tel que nous l'annoncions, la communication du cardinal archevêque de Kinshasa. Le vicaire général, distingués invités, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, chers amis de la presse, avant toute chose, je vous salue tous et toutes et vous remercie pour votre présence à ce point de presse sur le conflit dans le territoire de Kwamouth. Nous tous, nous avons une notion de géographie, nous savons où se trouve Kwamouth. On parle de Kwamouth. Comment est-il organisé sur le plan administratif? Je crois que c'est important de le savoir avant d'aller plus loin. Situé dans la province du Mai-Ndombe, en République démocratique du Congo, le territoire de Kwamouth a comme chef-lieu la cité de Kwamouth, située à plus ou moins 200 km du centre-ville de Kinshasa, le long du fleuve. Avec une superficie d'environ 15 000 km² et une population estimée à 200 000 habitants.
Ces territoires comportent un seul secteur de Batéké Sud, avec comme chef-lieu Toa, lequel renferme 3 groupements. Le groupement de Batéké Sud, comme chef-lieu Doumou, le groupement de Baboma Sud, chef-lieu Boku, et le groupement de Baboma Bankou, chef-lieu Bokala. C'est un territoire qui a une très faible densité démographique. C'est plutôt un territoire presque vide. Sur le plan ecclésiastique, c'est-à-dire de l'Église, une bonne partie, l'essentiel du territoire de Kwamouth, relève de la juridiction ecclésiastique de Kinshasa. C'est donc en ma qualité de pasteur propre de cette église locale que je me suis senti dans l'obligation morale d'effectuer une double visite pastorale de réconfort moral et spirituel auprès de ces populations sinistrées. Mais au-delà de cette visite de réconfort, ma préoccupation était surtout d'écouter de mes propres oreilles, de voir de mes propres yeux et de toucher de mes propres mains la réalité sur terrain pour essayer de comprendre ce qui s'y est passé et se passe probablement encore, et pour en tirer des leçons pour nous aujourd'hui et pour l'avenir. Mais bien avant toute chose, je voudrais d'abord vous donner un bref rappel historique de ces conflits. Ça peut nous permettre de cerner la genèse et l'amplification du conflit. De la genèse du conflit. Ces conflits se passent essentiellement à l'intérieur du territoire de Kwamouth, pas au centre du territoire qu'est Kwamouth Cité. À Kwamouth Cité, il ne s'est rien passé, sinon le contre-coup de ce qui se passe à l'intérieur. Le conflit a éclaté dans le secteur de Batéké Sud qui coïncide avec le territoire de Kwamouth, mais particulièrement dans le groupement de Batéké Sud. Il y a aussi un groupement comme ça. La cause, comme nous tous nous le savons, tout est parti de la majoration des redevances coutumières sur le produit issu de récoltes de terres exploitées que payent les campeurs, c'est comme ça qu'on les appelle là-bas, sont les fermiers. Doumou, secteur de Batéké Sud. Cette situation remonte déjà au mois de février. C'est depuis le mois de février que ces conflits couvaient autour de la redevance. Un chef de terre a augmenté la redevance que les planteurs ou les fermiers lui devaient. Et tout se passe à Massiambé. Pour votre meilleure compréhension, il s'agit dans ces territoires de 3 Massia dont on parle. Il y a Massiakwa, il y a Massiambé et Massiambio. Quelques mois plus tard, après ces conflits autour de l'augmentation des redevances, une lettre prétendue venir du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, serait envoyée au chef de groupement et chef de terre de Doumou, faisant objet de mise en sécurité de tous les fermiers habitant le groupement et terre de Doumou.
le porteur de cette lettre, c'est un certain Cordon Willy. Et il est connu. Cette lettre était vendue aux fermiers. Et il le vendait à 25 000 francs congolais. Le fermier qui a cette lettre ne peut plus payer sa redevance au chef de terre Teke. Et ça s'est vendu dans le territoire comme du petit pain. Mais ce petit conflit autour de la redevance ou des redevances va se développer. Ici, on cite souvent le nom du Cordon Willy, celui qui a apporté cette lettre-là. Il est bien connu. Il est venu de Kinshasa pour installer un nouveau parti politique dénommé Union des nationalistes révolutionnaires dans le territoire de Kwamout. Et il est à noter que ce fameux Cordon Willy, qui est venu installer son parti Union des nationalistes révolutionnaires dans le territoire de Kwamout, n'est pas Teke. Il n'est pas Teke. Il arrive à Kwamout cité un vendredi comme aujourd'hui, au moment où l'administration était déjà fermée. Les autorités administratives lui demandent de patienter jusqu'au lundi, jour ouvrable. Mais le Cordon Willy serait accompagné de M. Clovis de la ferme Lonamboto, de M. Lambert de la ferme Merci Jéhovah et de M. Ephraim de la ferme Mandela. Le Cordon Willy aurait nommé à cette occasion un nouveau chef de groupement au nom de Sankapeta Ephraim Yaka, originaire de Kasongolunda. Et ça se passe dans les fermes, dans le territoire de Kwamout, qui n'est pas la terre de Yaka. Et le fameux Cordon Willy annonce déjà dans les territoires que le chef Kianfou Odon, présenté comme le chef traditionnel de Yaka, viendrait pour installer ce chef que lui-même a nommé. En fait, c'est Kianfou. C'est un faux. Parce que les Yaka eux-mêmes ne le reconnaissent pas comme leur chef. Et c'est ce fameux Kianfou que nous avons tous vu s'afficher à Kinshasa avec les autorités du pays, voire même avec le chef de l'État. Vous avez vu une image avec 3 chefs qu'on présentait comme le chef Yaka, le chef Teke et le chef Soukou. Or celui-là, c'est un faux. Alors qu'il est un des éléments de la dégénérescence du conflit dans le Kwamout, c'est même faux Kianfou serait même envoyé en mission de pacification dans les territoires en conflit, au grand mécontentement et étonnement de tous. En effet, ces faux Kianfou Odon serait passé dans tous les villages sur la route nationale 17. C'est la route qui part de Mongata en passant par Masiambio jusqu'à Bandundu. Lui, il est passé là-bas dans les villages qui sont des fermes
ou des grands centres qui sont nés de ces fermes où les Yaka sont majoritaires, préparant ainsi l'intronisation de nouveaux chefs coutumiers afin de bénéficier de redevances que l'État accorderait lors de la réhabilitation et de l'asphaltage de la route qui traverse ces villages et fermes. Mais le conflit va dégénérer en drame à partir de Massiambé, avec l'avènement du nouveau chef de terre qui a exigé le paiement de la taxe coutumière qu'on appelle là-bas Kobalola Munokoyandako. Kobalola Munokoyandako. Ça, ce sont les redevances. Un nouveau chef de terre à Massiambé fait augmenter la redevance. Parfois, ce sont des jeunes désœuvreux qu'on embauche pour aller travailler dans les fermes sur le territoire de Kwama. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des grands champs, des grandes fermes, mais la main-d'œuvre vient de Massina. Alors, quand un fermier Yaka est blessé, les autres fermiers, avec tous leurs combattants, se coalisent avec cette particularité que ces fermiers qui se coalisent pour venger les Yaka, les tribus du grand Bandundu venant du Kwango, du Kwilu, ils se retrouvent là-bas. Mais on les appelle pour se défendre. Donc, cette coalition, mais il est vrai que la majorité sont des Yaka, mais tous ne sont pas des Yaka. Ils vont menacer le chef qui a blessé les Yaka, et pour se défendre, et comme conséquence, il aura le premier décès. Les villageois Teke ont fui, les autres commencent à brûler leur village. La revendication change de camp et on commence à poursuivre les chefs Teke et à occuper, à brûler les villages, laissés vides par les Teke. Sur la rivière Kwa. Pour beaucoup, on ne comprend pas ce que je suis en train de raconter, mais il y a une carte ici qui le montre. Hein. Vous allez voir sur cette carte où se trouve Kwamut et les cités dont je parle. Nous sommes ici à Kinshasa. Et Kwamut est là, à l'embouchure de la rivière Kwa. Massiakwa se trouve ici, sur la rivière Kwa. Mais les événements ont commencé à l'intérieur, ici. Et c'est ici, Massiambé. Tout est parti de là. On commence à brûler les maisons à partir de Massiambé en allant vers Massiakwa, ici. Et quand ces groupes composés de fermiers et leurs travailleurs arrivent à Massiakwa, l'événement, c'est ce que vous avez suivi sur le vidéo avec le prêtre qui raconte leur arrivée à Massiakwa. Dès que les autres Teke qui sont sur cette route, ça c'est la route nationale numéro 17, qui part de Mongata, ici, ça c'est Mongata, ça passe par Massiambio, continue jusqu'à Bandundu. Sur cette route, il y a des Teke. Et la grande ferme qu'on appelle
Béthanie, qui est le Nganda Bangala, plein de gens venus d'ailleurs. Quand les gens de ces villages, les Batékés, qui sont le long de cette route, apprennent par ceux qui fuient les événements à l'intérieur que ces groupes qu'on appelle globalement des Yaka ont tué les leurs, ont égorgé des chefs traditionnels, le mouvement va partir du village Bissiala. Bissiala se trouve là, et eux s'organisent. Là, ce sont les Batékés qui s'organisent pour aller attaquer ceux qu'ils considèrent comme des Bayaka du village Béthanie, au camp Bangala. Là, ils ont aussi brûlé et ils ont aussi fait des massacres contre les Batékés de Bissiala, et ils vont continuer le long de cette route nationale 17 en brûlant toutes les maisons, tout ce qu'ils trouvaient jusqu'au camp Bankou, qui est déjà proche de Bandung. Ça, c'est sur le plan de déroulement des événements. Aujourd'hui, on compte plus ou moins 170 morts, entre 170 et 175, comme victimes de cet événement. Mais la population de personnes déplacées est énorme. Un grand groupe est à Bandundu, ceux que j'ai rencontrés. Il y en a qui sont un peu éparpillés par... Qu'est-ce que nous tirons de ça comme enseignement? Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante. 1. Premier enseignement. 1. Nous sommes ici en face d'un conflit intercommunautaire et pas, comme cela est décrit de manière simpliste, comme un conflit Téké-Yaka. C'est une grosse aberration avec des conséquences que nous ne mesurons pas. Ce qui se passe à Kwamout n'est pas du tout un conflit ethnique entre Téké et Yaka. La réalité est beaucoup plus complexe. Plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits. Il y a des Bangala, des Batetela, des Baluba, des Bambala, des Nyanzi, etc., pour ne citer que cela, sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces conflits, même si les Yaka sont majoritaires dans cette contrée. Et dans l'imaginaire collectif, pratiquement pour les Téké, tous ceux qui ne sont pas des Téké et qui sont impliqués dans ces conflits, on les range dans la catégorie des Yaka. Premier enseignement. 2. Il s'agit principalement de conflits liés à la question des terres et donc de propriété. Ce n'est pas un conflit ethnique, c'est un conflit autour de la gestion des fermes, des plantations que les autres ont achetées aux Téké ou qu'ils sont en train de louer aux Téké. À l'origine, le territoire de Kwamout appartenait essentiellement aux Téké. Et on peut dire que cette terre de Kwamout est la terre des Téké. On parle de plateau de Batéké. Mais au fil des années, d'autres tribus sont venues s'y installer, soit en prenant des terres en location, soit en achetant des terres, devenant ainsi des propriétaires, employant de la main-d'œuvre qui vient de partout, et surtout des quartiers populaires de Kinshasa, Massina en particulier. Actuellement, on ne peut pas dire que les Téké sont toujours majoritaires sur ces territoires désormais habités par d'autres peuples.
la vérité c'est que les Batékés sont devenus minoritaires dans le territoire de Kwamout. Trois, l'extension de ces conflits. Nous avons noté qu'il y a extension de ces conflits au-delà du territoire de Kwamout, vers les territoires voisins, notamment le territoire de Bagata dans la province du Kwilu. Et si on n'y prend pas garde, et si on ne traite pas bien ces conflits qui se vivent dans le territoire de Kwamout, ce conflit finira par atteindre Kinshasa. Parce que Kwamout, c'est à la porte de Kinshasa. Kwamout n'est pas loin, c'est juste ici. Et les Batékés, quand vous êtes ici à partir de l'aéroport de Njili, toutes les terres qui sont là au-delà, ce sont les terres de Batékés. Vers le centre-ville, ça, ce sont les terres de Wumbu. De Wumbu, qui sont aussi le cousin. Et des Bayaka, vous risquez d'avoir les répercussions de ce qui se passe à Kwamout demain, ici dans la ville de Kinshasa, particulièrement à Massina. 4. Il y a superposition entre l'autorité de l'administrateur du territoire de Kwamout et l'autorité du chef de secteur. Je vous ai dit, le territoire coïncide avec les secteurs, ce qui est une anomalie. Normalement, un territoire est subdivisé en quelques secteurs et les secteurs sont subdivisés en groupements. Or, à Kwamout, il y a une situation assez particulière. Le territoire coïncide avec le secteur. Ce qui fait qu'en réalité, il y a deux autorités dans ce même territoire. Ce qui crée confusion. À cela, il faut ajouter l'éloignement de l'autorité provinciale de Mai-Ndombe par rapport au territoire de Kwamout. Si vous regardez bien sur ma carte là de tout à l'heure, on peut se poser des questions. Comment c'est possible que le territoire de Kwamout soit rattaché à la province de Mai-Ndombe, qui est tellement loin, alors que Kwamout est coincé entre Kinshasa, Kwango et Kwilu. Nous sommes ici. Kwamout Kwamout est là, ici. Ça, c'est Kwamout. Vous avez Kinshasa, qui fait un ensemble pratiquement avec Kwamout. Et c'est la raison pour laquelle, sur le plan ecclésiastique, Kwamout appartient à l'archidiocèse de Kinshasa, pour l'essentiel. Ici, vous avez la province du Kwango, avec chef-lieu Kenge. Et de l'autre côté, vous avez la province du Kwilu, avec chef-lieu la ville de Bandundu. Mai-Ndombe est de l'autre côté là-bas. Et le chef-lieu, c'est Inongo. Inongo est là. Là. Les autorités provinciales qui sont à Inongo n'ont pratiquement aucun contact avec le territoire de Kwamout. Et d'un coup, Kwamout fonctionne comme un territoire abandonné. Non, c'est 5. Il y a des personnes qui sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans ces conflits, et ces personnes sont bien connues.
et ils circulent librement ici à Kinshasa et à travers le pays sans être inquiétés. Et lorsqu'ils sont arrêtés ou acheminés vers Kinshasa, ils sont tout de suite libérés sans autre forme de procès et sans que justice soit rendue. C'est notamment le cas du faux Kianfou, Odon. Tout le monde le connaît et il est à l'origine de l'aggravation de ces conflits et on le voit se promener à Kinshasa et il affiche avec le président de la République, ce qui choque énormément les Batékis. Il y a le cas d'un certain Cordon Willy qui avait amené cette lettre et la question a été posée au ministre de l'Intérieur quand il est allé à Kwamout. Lui-même a dit que cette lettre était un faux. Mais quand c'est reconnu comme un faux, qu'est-ce qu'on fait de l'auteur d'un faux? On a l'impression que le type continue à se promener tranquillement. 6. L'arrivée et la présence rassurante et sécurisante de l'armée et de la police congolaise sur les lieux, notamment sur la route nationale 17, même s'il se pose cruellement un problème de mobilité et donc de logistique. Nous avons salué la présence de l'armée à Massiambio. Ils venaient d'arriver, mais leur présence avec un général qui commande les opérations sur l'axe Mongata-Bandundu, le général s'est installé à Massiambio, à mi-chemin. Ça rassure tout au long de la route et nous avons effectué cette route sans problème. Nous pensons qu'ici, il faut vraiment remercier, féliciter les autorités qui ont pris cette décision maintenant pour envoyer l'armée. J'ai eu l'occasion de le dire hier au Premier ministre. Mais il faut renforcer le moyen logistique de nos forces de sécurité dans ces coins. Aussi la présence rassurante de l'Église catholique, c'est-à-dire des personnes consacrées, religieuses, aussi bien de l'archidiocèse de Kinshasa que du diocèse de Kenge sur ces lieux. Vous avez entendu le prêtre parler. Pendant tous ces événements, lui est resté là-bas. Et c'est lui qui a pu organiser le secours, même aussi donner refuge à la population qui était complètement démolie après le passage des assaillants qui avaient égorgé le chef Téké à Massiakwa. Le curé de la paroisse Massiambio, lui aussi, c'est grâce à sa présence et quand l'armée est arrivée, le général a pu loger à la paroisse. Prochainement à faire entre les événements qui se passent actuellement à Kwamout et les massacres qui ont eu lieu en 2018 à Yumbi. À Yumbi, il y a eu plus de 500 morts. À Kwamout, aujourd'hui, nous en sommes autour de 170. Mais il y a un élément quand même qui nous étonne, ces deux événements se passent toujours à l'approche des élections. À Yumbi, c'était en 2018. Et les deux se passent dans la même province de Mai-Ndombe. Ça donne à réfléchir. De même, il y a la question du bloc pétrolier et celle de la réhabilitation de la route nationale 17, qui jouerait un rôle dans l'aggravation de cette situation. C'est là qu'on peut penser à une certaine manipulation politique
de ces conflits des terres. Parce qu'il se raconte là-bas que comme on a trouvé des blocs pétroliers à Kwamout, quand on va commencer l'exploitation, mais il y aura des redevances aux chefs des terres de cette contrée. On a l'impression qu'il y a une sorte de course pour le contrôle de la terre en vue des redevances. La même chose pour la route nationale 17. On parle de la possibilité de goudronner, asphalter la route à partir de Mongata et Mongata en passant par Masiambio jusqu'à Bandundu. Certains disent, quand on avait asphalté la route Kinshasa-Kikwit, les chefs de terre avaient reçu beaucoup d'argent. Et tout ça, ça joue dans l'aggravation de ce qui se passe actuellement. Partant de toutes ces observations, j'ai fait quelques recommandations. 1. Le renforcement de la présence et de l'autorité de l'État dans les territoires de Kwamout et l'examen de la question territoriale pour réduire les distances entre les autorités et les administrés. Kwamout est un territoire abandonné. Il faut que les autorités du pays se penchent sur cette question. Cette confusion entre l'autorité de l'administrateur du territoire et les chefs des secteurs. Cette situation géographique de Kwamout, qui est éloignée de sa province d'origine, il faut rapprocher les administrés de leurs chefs. 2. L'appui matériel et financier conséquent à l'armée et à la police nationale. J'ai eu l'occasion de développer ça hier avec le Premier ministre. 3. La clarification par le ministère en charge des affaires foncières et coutumières de la notion des chefs de terre. C'est pas clair. Qui est chef de terre? Vous avez vu sur l'image ces gens habillés avec leur apparat en rouge. Ce sont là les chefs de terre. Et dans un même village, vous pouvez avoir plusieurs chefs de terre. Cette notion n'est pas très claire. On ne sait pas qui sont-ils. Est-ce que ce sont les chefs de village? Est-ce que ce sont des chefs de groupement? C'est pas clair. Mais aussi la notion de redevance qui est à l'origine de ces conflits. Quand est-ce que, jusque quand ceux qui ont acheté des terrains ou ceux qui louent des terrains vont continuer à payer des redevances aux chefs coutumiers Téké pendant encore combien de temps? Et quand tu achètes une terre là-bas, est-ce que la terre t'appartient ou ça ne t'appartient pas? Ce sont des questions que l'autorité doit légiférer. En même temps, nous devons aussi rester prudents. Parce que l'achat des terres, si celui qui achète une terre, ça lui appartient, avec des conséquences que nous ne pouvons pas toujours contrôler. 4. Que soit tiré au clair le rôle joué par le faux Kianfou, Odon, et le cordon Willy. Observation de ces conflits intercommunautaires. 5. Que le ministère de l'Intérieur fasse la lumière sur la prétendue lettre émanant de ces services et qui accorderait il y a une page qui s'est envolée là, des redevances coutumières aux détenteurs de la dite lettre. Il faut que cette question soit clarifiée. Parce que c'est quand même à partir de là que les choses ont commencé. 6. Que l'on mette sur pied une structure chargée de mener à bien les processus de dialogue et de réconciliation entre les parties en conflit dans le territoire de Kwamout. Je ne dis pas réconciliation entre Téké et Yaka. Il n'y a pas de guerre entre les Téké et les Yaka. Les Yaka sont essentiellement
localisé dans la province du Kwango, très loin de Kwamut. Vous le trouvez principalement à Popokabaka, à Kasongolunda, dans une partie du diocèse de Kenge, etc. Ces gens ne se sentent pas du tout concernés par le conflit autour des terres, autour des fermes, des champs dans le territoire de Kwango et de Kwamut. Ce serait une aberration dangereuse de faire porter à tout ce peuple l'étiquette Yaka qui serait en conflit avec les Téké. Le conflit, c'est entre les Téké et tous ceux qui ont acheté des terrains chez eux. Et c'est entre ces gens que nous pensons qu'il faut, il faut commencer un processus de dialogue et de réconciliation. Enfin, que le gouvernement central réponde de manière urgente aux besoins des personnes déplacées et réhabilite des infrastructures détruites, aussi bien celles de l'État, de l'Église que des personnes privées. C'est aussi ici que je lance un appel aux organisations humanitaires pour s'impliquer dans ce qui se passe actuellement dans ces territoires. J'étais heureux à Bandundu de rencontrer le Médecins sans frontières. C'est l'organisme que j'ai rencontré sur le terrain. Ça signifie que le travail est encore à faire. Et maintenant qu'il y a un peu de sécurité, maintenant qu'il y a la présence de forces de sécurité sur la route nationale jusqu'à Bandundu, je pense qu'il est grand temps qu'on vienne en aide à ces peuples. Et principalement pour aider ceux qui ont abandonné leur village, ceux qui ont perdu tous leurs biens, de rentrer chez eux. Parce que c'était la demande principale que j'ai rencontrée partout où j'ai été en contact avec le déplacé. Tout le monde demande de rentrer chez soi. Mais à une seule condition, que leur sécurité soit assurée. Je vous ai parlé ici des personnes et je souhaite que les choses soient claires, hein, parce que des fois il y a des confusions. La dernière fois j'ai parlé de voyage à Kwamut des 4 ministres. Il y a un journal qui a écrit que le cardinal a dit que les 4 ministres ne sont jamais arrivés à Kwamut. Ils sont arrivés plutôt à Masiakwa. C'est clair que celui qui a écrit ça, il n'a aucune notion de la géographie de Kwamut. Si tu vas par le fleuve, comment tu peux arriver à Masiakwa sans passer par Kwamut? Donc il est important qu'on se comprenne très bien. De la même manière, quand je parle de ce faux Kianfu, avec toutes ces précisions, nous avons suivi aussi à travers d'autres médias des témoignages des personnes présentées comme venant de ces milieux. Est-ce que vous avez entendu ou vu des sujets étrangers à Kwamut ou partout où vous êtes passés? Pour nous avoir aidé à retracer un peu cette histoire, ma question est de savoir, vous avez rencontré le président, le Premier ministre, qu'est-ce qu'il vous a dit clairement après toutes ces recommandations? Je pense que le rapport de ce point de presse peut-être a déjà été donné au Premier ministre. Qu'est-ce qu'il vous a dit clairement? Ma rencontre avec le Premier ministre, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il n'appartient pas à moi de vous dire ce que le Premier ministre m'a dit. Ce qu'il m'a dit, ça me concerne. À soutenir les gens qui sont en souffrance, ou bien on va seulement suivre ce que le gouvernement va faire. Voilà tout pour la deuxième vague. Motuna ya moto ayambo. Atuni ya mona lingala.
nayebisi biso awa te tango madame la gouverneure ya Mai Ndombe ayaki awa alobaki te Kwamut est infiltré. Motuna ezali te nauti kuna, est-ce que nasali même observation nasili nayebisi bino awa nakoki koloba te Kwamut ezali infiltré à partir ya makambo ngai moko namoni na yoki pe témoignage ya bato nasololaki na bango. Moto moko ayebisi ngai te bato bauti libanda bakoteli biso awa bazali kotia mobulu na territoire ya biso ya Kwamut oyo wana nayoki yango te. Soki madame gouverneur alobi peut-être ye azali na ba élément ngai nazali na yango te. Le mécanisme demandé au gouvernement pour la résolution de ces conflits, quelqu'un qui a posé cette question-là, mon rapport est arrivé hier, il y a tout un travail à faire après. Et comme je l'ai dit, en mettant à contribution les organismes humanitaires pour voir ce qui peut être fait pour pacifier ces coins-là. Quand nous demandons que la population doit rentrer, et j'ai porté ce message partout où je suis allé, il y a quand même des conditions préalables. Premièrement, la sécurité. Et là, c'est le travail de l'armée, de la police, sécuriser la population. Mais la population qui rentre dans un village brûlé, il doit avoir un minimum de conditions pour pouvoir dormir, pour pouvoir manger. Et là, c'est le rôle du gouvernement, c'est le rôle des services humanitaires, y compris l'Église catholique.